l'imagination des matières valorisées. Nous avons bien souvent rencontré des manifestations de l'imagination cosmique, mais nous n'avons pas toujours considéré assez systématiquement la cosmicité essentielle qui fait grandir des images privilégiées. Dans le présent chapitre consacré à l'imagination cosmique, il manquerait, croyons-nous, quelque chose si nous ne donnions pas quelques exemples de ces images princeps. Nous emprunterons nos exemples à des œuvres que nous avons, hélas, connues trop tard pour soutenir nos thèses sur l'imagination de la matière, mais qui nous encouragent à poursuivre nos recherches sur la phénoménologie de l'imagination créatrice. N'est-il pas frappant que dès qu'on rêve aux images de haute cosmicité, comme sont les images du feu, de l'eau, de l'oiseau, on est le témoignage, en lisant les poètes, d'une activité toute neuve de l'imagination créatrice. Commençons par une simple rêverie devant l'âtre. Nous l'empruntons à l'un des livres les plus profonds d'Henri Bosco, Malicroix. Il s'agit bien entendu de la rêverie d'un solitaire, d'une rêverie débarrassée de la traditionnelle surcharge d'images que l'on reçoit d'une veillée familiale autour de l'âtre. Le songeur de Bosco est si phénoménologiquement solitaire que les commentaires psychanalytiques seraient superficiels. Le songeur de Bosco est seul devant le feu primordial. Le feu qui brûle dans l'âtre de Malicroix est un feu de racine. On ne rêve pas devant un feu de racine comme devant un feu de bûche. Le rêveur qui donne au feu une racine noueuse se prépare une rêverie accentuée, une rêverie à double cosmicité, unissant à la cosmicité du feu la cosmicité de la racine. Les images se tiennent. Sur la forte braise du bois dur s'enracine la courte flamme. Une langue vive montée qui se balançait dans l'air noir comme l'âme même du feu. Cette créature vivait au ras du sol sur son vieux foyer de briques. Elle vivait avec patience. Elle avait la ténacité des petits feux qui durent et lentement creusent la cendre. Ces petits feux qui creusent la cendre avec une lenteur de racine, il semble que la cendre les aide à brûler, que la cendre soit cet humus qui nourrit la tige du feu. C'était un de ces feux continus, Henri Bosco, d'une antique origine, qui n'a jamais non cessé d'être nourri et dont la vie a persisté à l'abri de la cendre sur le même foyer depuis des années innombrables. Oui, à quel sens, vers quelle mémoire nous porte le songe devant ces feux qui creusent le passé comme ils creusent la cendre. Ces feux, dit le poète, ont sur notre mémoire une puissance telle que les vies immémoriales sommeillant au-delà des plus vieux souvenirs s'éveillent en nous à leur flamme et nous révèlent les pays les plus profonds de notre âme secrète. Seuls, ils éclairent en deçà du temps qui préside à notre existence. Les jours antérieurs à nos jours et les pensées inconnaissables dont peut-être notre pensée n'est souvent que l'ombre. À contempler ces feux associés à l'homme par des millénaires de feu, on perd le sentiment de la fuite des choses, le temps s'enfonce dans l'absence et les heures nous quittent sans secousse. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera devient en se fondant la présence même de l'être, et plus rien dans l'âme enchantée ne la distingue d'elle-même, sauf peut-être la sensation infiniment pure de son existence. On n'affirme point que l'on est, mais que l'on soit, il reste encore une lueur légère, serait-ce, se murmure-t-on, et l'on ne tient plus à la vie de ce monde que par ce doute à peine formulé. Il ne reste d'humain en nous que la chaleur, car nous ne voyons plus la flamme qui la communique. Nous sommes nous-mêmes ce feu familier qui brûle au ras du sol depuis l'aube des âges, mais dont toujours une pointe vive s'élève au-dessus du foyer où veille l'amitié des hommes. Nous n'avons pas voulu interrompre cette grande page d'ontologie douce, mais ligne par ligne, il faudrait la commenter pour en épuiser tous les enseignements philosophiques. Elle nous renvoie au cogito du rêveur, d'un rêveur qui n'en voudrait de buter de ces images pour affirmer son existence. Le cogito du rêveur de Malicroix nous ouvre l'existence d'une anté-existence. Le temps immémorial s'ouvre devant nous quand nous rêvons à l'enfance du feu. Toutes les enfances sont les mêmes. Enfance de l'homme, enfance du monde, enfance du feu, autant de vies qui ne courent pas sur le fil d'une histoire. Le cosmos du rêveur nous met dans un temps immobile, il nous aide à nous fondre dans le monde. La chaleur est en nous et nous sommes dans la chaleur, dans une chaleur égale à nous-mêmes. La chaleur vient apporter au feu l'appui de sa douceur féminine. Une métaphysique brutale viendra-t-elle pour nous dire que nous sommes jetés à la chaleur, jetés dans le monde du feu? La métaphysique oppositionnelle ne peut rien contre les évidences de la rêverie. En lisant la page de Bosco, le bien-être du monde nous envahit de toutes parts. Tout se fond, tout s'unifie. Le bien-être a l'odeur du tamari, la chaleur est odorante. À partir
partir de ce repos dans le bien-être d'une image, l'écrivain nous fait vivre un cosmos de repos en expansion. Dans une autre page de Malicroix, Bosco écrit « Dehors, l'air reposait sur la pointe des arbres et n'en bougeait pas. Dedans, le feu vivait avec prudence pour durer jusqu'au jour. Il ne s'en échappait que le pur sentiment de l'être. En moi, nul mouvement. Mes dessins étaient au repos, mes figures mentales sommeillaient dans l'ombre. Hors du temps, hors de l'espace, devant le feu, notre être n'est plus enchaîné à un être là, notre moi pour se convaincre de son existence, d'une existence qui dure, n'est plus obligé à des affirmations fortes, à des décisions qui nous donnent l'avenir, des projets énergiques. La rêverie unie nous a rendus à une existence unie, à douce fluence de la rêverie qui nous aide à nous couler dans le monde, dans le bien-être d'un monde. Une fois de plus, la rêverie nous apprend que l'essence de l'être, c'est le bien-être, un bien-être enraciné dans l'être archaïque. Sans avoir été, comment un philosophe peut-il être sûr d'être? L'être archaïque m'apprend à être le même que moi-même. Le feu de Malicroix, si constant, si prudent, si patient, est un feu en paix avec lui-même. Devant ce feu qui enseigne au rêveur l'archaïque et l'intemporel, l'âme n'est plus coincée à un coin du monde. Elle est au centre du monde, au centre de son monde. Le plus simple foyer encadre un univers, du moins ce mouvement en expansion est un des deux mouvements métaphysiques de la rêverie devant le feu. Il en est un autre qui nous ramène à nous-mêmes, et c'est ainsi que devant le foyer, le rêveur est alternativement âme et corps, corps et âme. Parfois le corps reprend tout l'être. Le rêveur de Bosco connaît ses heures du corps dominant. Assis devant le feu, je me laissais aller à la contemplation des tisons, des flammes, des cendres jusqu'à une heure assez tardive. Mais rien ne sortit du foyer. Les tisons, les flammes, les cendres restèrent sagement ce qu'ils étaient et ne devinrent pas ce qu'ils sont aussi, de mystérieuses merveilles. Ils me plaisaient pourtant, mais plus par leur chaleur utile que par leur puissance évocatrice. Je ne rêvais pas, je me chauffais, et il est doux de se chauffer, cela vous donne bien le sentiment du corps, le contact de vous-même. Et si l'on imagine quelque chose, c'est au dehors de la nuit, le froid, tandis que l'automne, alors sur sa propre chaleur frileusement entretenue. Texte utile dans sa simplicité car il nous apprend à ne rien oublier. Il est des heures où la rêverie digère la réalité, des heures où le rêveur incorpore son bien-être, où il se chauffe en profondeur. Avoir bien chaud, c'est pour le corps une manière de rêver, et c'est ainsi que dans les deux mouvements de la rêverie devant le feu, le mouvement qui nous fait couler dans un monde heureux et le mouvement qui nous fait de notre corps une sphère de bien-être. Henri Bosco nous apprend à nous chauffer corps et âme. Un philosophe qui saurait aussi bien accueillir la chaleur d'un foyer développerait aisément une métaphysique d'adhésion au monde, juste à l'antithèse des métaphysiques qui connaissent le monde par ses oppositions. Un rêveur de foyer ne peut s'y tromper, le monde de la chaleur et le monde de la douceur généralisée. Et pour un rêveur de mots, la chaleur, c'est vraiment dans toute la profondeur du terme, le feu au féminin. La veillée de Malicroix continue, vient alors l'heure où le feu s'assouplit, il n'est plus qu'un fragment de chaleur visible à l'œil, plus une vapeur par un craquement. L'immobile lueur avait un aspect minéral. Vivait-elle? Mais qui vivait hors moi et mon corps solitaire? Le feu en mourant n'efface-t-il pas notre âme? Nous vivions si unis à l'âme des lueurs du foyer. Tout était lueur en nous et hors de nous. Nous vivions de la lumière douce, par la lumière douce. Les dernières lueurs du feu ont une telle tendresse. On se croyait deux alors qu'on était seuls. La moitié d'un monde vient de nous être retranchés. Que d'autres pages il faudrait méditer pour comprendre que le feu habite la maison. Dans le style de l'utilité, on dirait que le feu rend la maison habitable. Cette dernière expression appartient au langage de ceux qui ne connaissent pas les rêveries du verbe habiter. Nous avons étudié ces rêveries dans notre livre La poétique de l'espace. Le feu transmet son amitié à la maison tout entière et fait ainsi de la maison un cosmos de la chaleur. Bosco sait cela, dit cela. L'air dilaté par la chaleur emplissait tous les creux de la maison, pesant contre les murs, le sol, le plafond bas, les meubles massifs. La vie y circulait, le feu aux portes closes et les portes au feu, en traçant d'invisibles cercles de chaleur qui m'effleuraient le visage. L'odeur des cendres et du bois, entraînée par le mouvement de translation, rendait cette vie plus concrète encore. Les moindres lueurs de la flamme tremblaient en colorant faiblement les parois de plâtre. Un doux bourdonnement ou fusée au flux de vapeur légère arrivait de l'âtre en travail. Toutes les choses formaient un corps tiède dont la pénétrante douceur invitait au repos et à l'amitié.
On nous objectera peut-être en lisant cette page que l'écrivain ne dit plus sa rêverie, mais qu'il décrit son bien-être dans une chambre close. Mais lisons mieux, lisons en rêvant, lisons en nous souvenant. C'est de nous-mêmes rêveurs, c'est de nous-mêmes fidèles à la mémoire que l'écrivain nous parle. À nous aussi le feu a tenu compagnie. Nous avons connu l'amitié du feu. Nous communiquons avec l'écrivain parce que nous communiquons avec les images gardées au fond de nous-mêmes. Nous retournons rêver dans les chambres où nous avons connu l'amitié du feu. Henri Bosco nous redit tous les devoirs qu'implique cette amitié. Il faut veiller et alimenter ce feu simple par piété et par prudence. Je n'ai d'amis que lui qui tiédit la pierre centrale de la maison, la pierre communicative, dont la chaleur et la lumière montent à mes genoux et à mes yeux. Là se scelle entre l'homme et le refuge le vieux pacte du feu, de la terre et de l'âme, religieusement. Toutes ces rêveries devant le feu ont le grand signe de la simplicité. Pour les vivre dans leur simplicité, il faut aimer le repos, un grand repos d'âme et le bénéfice de telles rêveries. Il y a naturellement bien d'autres images à mettre sous le signe du feu. Nous espérons pouvoir reprendre toutes les images du feu dans un autre ouvrage. Nous voulions seulement, dans le présent livre sur la rêverie, montrer que devant l'âtre, un rêveur a l'expérience d'une rêverie qui s'approfondit, rêvant devant le feu, rêvant devant l'eau. On connaît une sorte de rêverie stable. Le feu, l'eau ont une puissance d'intégration onirique. Les images ont alors une racine. À les suivre, nous adhérons au monde, nous nous enracinons dans le monde. Nous allons trouver, en suivant chez un poète une rêverie devant une eau dormante, de nouveaux arguments pour une métaphysique de l'adhésion au monde. Les rêveries devant une eau dormante nous apportent, elles aussi, un grand repos d'âme. Plus doucement et par conséquent plus sûrement que les rêveries devant les flammes trop vivantes, elles abandonnent ces rêveries de l'eau, les fantaisies désordonnées de l'imagination. Elles simplifient le rêveur, avec quelle facilité ces rêveries deviennent intemporelles, comme elles lient aisément le spectacle et le souvenir, le spectacle ou le souvenir. Faut-il vraiment voir l'eau tranquille, la voir actuellement? Pour un rêveur de mots, les mots eau dormante ont une douceur hypnotique. En rêvant un peu, on en vient à savoir que toute tranquillité est eau dormante. Il y a une eau dormante au fond de toute mémoire, et dans l'univers, l'eau dormante est une masse de tranquillité, une masse d'immobilité. Dans l'eau dormante, le monde se repose. Devant l'eau dormante, le rêveur adhère au repos du monde. Le lac, les temps, ils sont là. Les temps sont là. Ils ont un privilège de présence. Le rêveur, peu à peu, est dans cette présence. En cette présence, le moi du rêveur ne connaît plus d'opposition. Il n'y a plus rien contre lui. L'univers a perdu toutes les fonctions du contre. L'âme est partout chez elle dans un univers qui repose sur les temps. L'eau dormante intègre toute chose, l'univers et son rêveur. Dans cette union, l'âme médite. C'est près d'une eau dormante que le rêveur pose le plus naturellement son cogito, un véritable cogito d'âme où va s'assurer l'être des profondeurs. Après une sorte d'oubli de soi qui descend à fond d'être sans avoir besoin des bavardages du tout, l'âme du rêveur remonte à la surface, revient vivre sa vie d'univers. Où vivent-elles ces plantes qui viennent poser leurs larges feuilles sur le miroir des eaux? D'où viennent-elles ces rêveries si fraîches et si anciennes? Le miroir des eaux, c'est le seul miroir qui ait une vie intérieure. Combien sont proches dans une eau tranquille la surface et la profondeur? Profondeur et surface sont réconciliées. Plus l'eau est profonde, plus le miroir est clair. La lumière sort des abîmes. Profondeur et surface s'appartiennent l'une à l'autre. Et la rêverie des eaux dormantes va sans fin de l'une à l'autre. Le rêveur rêve à sa propre profondeur. Ici, à nouveau, Henri Bosco va nous aider à donner corps à nos songes. Du fond d'une retraite lacustre, il écrit « Là seulement j'écrivais quelquefois à remonter du plus noir de moi-même et à m'oublier. Mon vide intérieur se remplissait. La fluidité de ma pensée, où j'avais jusqu'alors vainement essayé de me trouver moi-même, me paraissait plus naturelle et ainsi moins amère. J'avais parfois la sensation presque physique d'un autre monde sous-jacent et dont la matière tiède et mouvante aussi affleurait par-dessous l'étendue monde de ma conscience, et alors, comme l'eau limpide des étangs, elle frissonnait dans Hyacinthe de Henri Bosco. Les pensées passaient sur la conscience morne sans pouvoir assurer l'être. La rêverie fixe l'être en communion avec l'être de l'eau profonde. L'eau profonde contemplée dans une rêverie aide à dire l'âme profonde du rêveur. Perdu sur les étangs, continue l'écrivain, j'avais bientôt l'illusion de me trouver non plus dans un monde réel composé de limons, d'oiseaux, de plantes et d'arbustes vivaces, mais au milieu même d'une âme, dont les mouvements, les calmes se confondaient à mes variations intérieures.
et cette âme me ressemblait. Ma vie mentale y dépassait facilement ma pensée. Ce n'était pas une évasion, mais une fusion intérieure. Ah, sans doute le mot fusion est connu des philosophes, mais la chose, comment sans la vertu d'une image pourrions-nous avoir l'expérience métaphysique d'une fusion? Fusion totale, adhérence à une substance du monde, adhésion de tout autre être, une vertu d'accueil comme il en est tant dans le monde. Le rêveur de Bosco vient de nous dire comment son âme de rêveur s'est fondue dans l'âme de l'eau profonde. Bosco a écrit vraiment une page de psychologie de l'univers. Si sur ce modèle une psychologie de l'univers pouvait être développée en accord avec une psychologie de la rêverie, combien mieux nous habiterions le monde. Le lac, l'étang, l'eau dormante, par la beauté d'un monde reflété, éveille tout naturellement notre imagination cosmique. Un rêveur près d'eux reçoit une bien simple leçon pour imaginer le monde, pour doubler le monde réel par un monde imaginé. Le lac est un maître en aquarelle naturelle. Les couleurs du monde reflétées sont plus tendres, plus douces, plus bellement artificielles que les couleurs lourdement substantielles. Déjà, ces couleurs portées par les reflets appartiennent à un univers idéalisé. Les reflets invitent ainsi tout rêveur de l'eau dormante à l'idéalisation. Le poète qui va rêver devant l'eau n'essaiera pas d'en faire une peinture imaginaire. Il ira toujours un peu au-delà du réel. Telle est la loi phénoménologique de la rêverie poétique. La poésie continue la beauté du monde, esthétise le monde. Nous allons en avoir de nouvelles preuves en écoutant les poètes. Au milieu d'un de ces romans d'extrême passion, D'Annunzio a placé une rêverie devant une Olympide où l'âme vient trouver son repos, le repos dans le rêve d'un amour qui pourrait rester pur. Entre mon âme et le paysage, il y avait une secrète correspondance, une affinité mystérieuse. Il semblait que l'image du bois dans l'eau des étangs fût vraiment l'image rêvée de la scène réelle. Comme dans le poème de Chilé, chaque étang paraissait un ciel étroit qui se serait enfoncé dans un monde souterrain, un firmament de la lumière rosée étendue sur la terre obscure, plus profond que la nuit profonde, plus pur que le jour, et où les arbres se seraient développés de la même façon que dans l'air supérieur, mais avec des finesses et des teintes plus parfaites que tous ceux qui ont ondoyaient en cet endroit, et des vues délicieuses, comme on n'en vit jamais à la surface de notre monde, dans toute leur profondeur. Elles étaient pénétrées d'une clarté élyséenne, d'une atmosphère sans variation, d'un crépuscule plus doux que le nôtre. De quel lointain des âges nous venait cette heure-là, d'Annunzio dans l'enfant de volupté. La page dit tout. Dans une rêverie, n'est-ce pas l'eau qui rêve? Et pour rêver si fidèlement, si tendrement, en augmentant la beauté de ce qu'on rêve, ne faut-il pas que l'eau de l'étang aime la belle forêt? Cet amour n'est-il pas partagé? La forêt n'aime-t-elle pas l'eau qui reflète sa beauté? N'y a-t-il pas entre la beauté du ciel et la beauté des eaux une adoration mutuelle? Sainte-Beuve lui-même, qui ne rêve guère, a dit dans Volupté, la lune du firmament admirant paix celle des flots. Dans ses reflets, le monde est beau deux fois. De quel lointain des âges vient cette clarté d'âme élyséenne? Le poète le saurait si déjà l'amour nouveau qu'il inspire n'allait pas suivre la fatalité des amours voués à la volupté. Cette heure est un souvenir de la pureté perdue, car l'eau qui se souvient de ces heures-là. Qui rêve devant une Olympide rêve à des puretés premières. Du monde au rêveur, la rêverie des eaux connaît une communication de la pureté, comme on voudrait recommencer sa vie, une vie qui serait la vie des premiers rêves. Toute rêverie a un passé, un lointain passé, et la rêverie des eaux a pour certaines âmes un privilège de simplicité. Le redoublement du ciel dans le miroir des eaux appelle la rêverie à une plus grande leçon. Ce ciel enfermé dans l'eau n'est-il pas l'image d'un ciel enfermé en notre âme? Ce rêve est excessif, mais il a été fait, il a été vécu par ce grand rêveur que fut Jean-Paul Richter. Jean-Paul pousse jusqu'à l'absolu la dialectique du monde contemplé, du monde recréé par la rêverie. Ne se demande-t-il pas quel est le plus vrai du ciel au-dessus de nos têtes ou du ciel dans l'intimité d'une âme qui rêve devant une eau tranquille? Jean-Paul n'hésite pas à répondre, le ciel intérieur restitue et reflète le ciel extérieur qui n'en est pas un. Dans le Jubilé, Jean-Paul Richter. Le traducteur a affaibli le texte. Il est nécessaire, écrit Jean-Paul, dass der innere Himmel den Äußeren der Selten einer ist, erstate reflectire verbaue. Pour le rêveur du Jubilé, les forces constitutives appartiennent au ciel intérieur, à l'âme qui rêve en regardant le monde au fond de l'eau. Le mot verbaue, qui n'a pas été traduit, est le mot extrême du renversement total.
Le monde n'est pas seulement reflété, il n'est pas statiquement restitué. C'est le rêveur qui se dépense tout entier pour constituer le ciel extérieur. Pour un grand rêveur, voir dans l'eau, c'est voir dans l'âme. Le monde extérieur n'est bientôt plus que ce qu'il a rêvé. Cette fois, le réel n'est plus que le reflet de l'imaginé. Il nous semble qu'un texte aussi décisif d'un rêveur aussi décidé que Jean-Paul Richter ouvre la voie à une ontologie de l'imagination. Si nous sommes sensibles à cette ontologie, une image donnée au passage par un poète trouve en nous des échos prolongés. L'image est nouvelle, toujours nouvelle, mais la résonance est toujours la même. Après une simple image et un révélateur de monde, Jean-Clarence Lambert écrit « Le soleil sur le lac s'attarde comme un pont ». Jean-Clarence Lambert dans Des paysages. Une telle image réunit tout. Elle est au point de virement où le monde alternativement est spectacle au regard. Quand le lac frissonne, le soleil lui donne l'éclat de mille regards. Le lac est l'Argus de son propre cosmos. Tous les êtres du monde méritent les mots écrits en majuscules. Le lac fait le beau comme le pan fait la roue pour étaler tous les yeux de son plumage. Une fois de plus, nous avons la preuve de la vérité de notre axiome de cosmologie imaginée. Tout ce qui brille voit. Pour un rêveur de lac, l'eau est le premier regard du monde. Yvan Goll écrit dans un poème qui a pour titre « Œil ». Je te regarde, me regarder, mon œil monte, je ne sais d'où, à la surface de mon visage avec l'impertinent regard des lacs. Dans les cercles magiques, Yvan Goll. La psychologie de l'imagination des reflets devant une eau limpide est si variée qu'il faudrait écrire tout un livre pour en distinguer tous les éléments. Donnons un seul exemple où le rêveur se donne à une imagination qui plaisante. Nous emprunterons cette rêverie qui s'amuse à Cyrano de Bergerac. Un rossignol voit son image sur le miroir des eaux. Le rossignol qui du haut d'une branche se regarde dedans, les eaux, croit être tombé dans la rivière. Il gazouille, il éclate, il s'égoïsille, et cet autre rossignol, sans rompre le silence, s'égoïsille en apparence comme lui, et trompe l'âme avec tant de charme qu'on se figure qu'il ne s'égosille que pour se faire ouïr de nos yeux. Cité par Adrien de Méeus, le romantisme. Poussant encore son jeu plus loin, Cyrano écrit « Le brochet qui le cherche le touche et ne peut le sentir court après lui et s'étonne de l'avoir tant de fois transpercé. C'est un rien visible, une nuit que la nuit fait mourir. » Un physicien aura beau jeu pour dénoncer l'illusion de ce brochet qui, comme un philosophe du songe, croit pouvoir se nourrir d'images virtuelles. Mais quand un poète se met à dire toutes ses fantaisies, ce n'est pas au physicien de l'arrêter.